Quand vous découvrez que les sous-vêtements que vous gardez si précieusement disparaissent de votre armoire et que le coupable est celui qui partage votre lit depuis 15 ans, la vie n'est plus jamais la même. Bonjour mes chers. Je m'appelle Edith Marceau, j'ai 75 ans aujourd'hui, mais cette histoire que je vais vous raconter s'est passée quand j'avais seulement 32 ans, en 1968. Avant de continuer, si vous aimez cette histoire, s'il vous plaît, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'adore savoir que mon histoire atteint tant d'endroits différents. Vous savez, autrefois la vie était différente. J'habitais dans un village si petit que si vous éternuiez sur la place centrale, vous receviez un « à vos souhaits » des 4 coins. Là-bas, tout le monde connaissait la vie de tout le monde. Nous étions considérés comme un couple parfait dans la communauté. Mon mari, Albert, était comptable dans la seule agence bancaire du village. Un homme respecté qui portait costume et cravate tous les jours, même par grande chaleur. J'enseignais à l'école communale aux enfants du primaire. Nous avions une vie simple, mais digne. Une petite maison de 3 chambres, avec un jardin où je cultivais mes dahlias qui faisaient la fierté du voisinage. Nous avions 3 merveilleux enfants. Claude, l'aîné, 12 ans à l'époque. Marie, la cadette, 10 ans, et Jean, notre petit dernier de 8 ans. Ils étaient studieux, bien élevés et fréquentèrent l'église tous les dimanches. Albert était extrêmement strict concernant leur éducation. « Mon enfant doit marcher droit », disait-il toujours. À l'époque, je trouvais que c'était une qualité. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je vois tant de signes. Notre routine était toujours la même. Je me réveillais à 5 heures du matin, préparais le petit déjeuner pour tout le monde, habillais les enfants pour l'école, faisais les paniers repas. Albert partait ponctuellement à 7h30 pour la banque. J'emmenais les enfants à l'école, où j'enseignais aussi. L'après-midi, quand nous rentrions, je préparais le dîner et j'attendais qu'Albert rentre à 18h. Le dimanche, nous allions tous ensemble à la messe de 10h. Le père Thomas était comme de la famille. Il avait baptisé nos 3 enfants, donnait des conseils spirituels, visitait notre maison pour le café au moins une fois par mois. Tout a commencé un dimanche de mai. L'air était déjà plus frais, annonçant l'hiver qui approchait. Une fête patronale était organisée par l'église et, comme toujours, je m'étais proposé pour aider. Ce dimanche-là, je devais arriver plus tôt pour aider sœur Catherine avec les préparatifs. « Allez-y devant avec votre père », ai-je dit aux enfants. Maman va aider sœur Catherine avec la tombola. La matinée est passée rapidement entre découper des cartons, organiser les lots et noter les dons. Quand nous avons terminé, c'était déjà presque l'heure de la messe. « Je vais passer par le chemin de derrière, ma sœur, pour gagner du temps », ai-je dit à sœur Catherine. Le terrain de l'église donnait sur une ruelle qui me mènerait plus près de l'entrée latérale où ma famille avait l'habitude de s'asseoir. Je suis sortie par la porte arrière de la sacristie et c'est là, à ce moment-là, que ma vie a commencé à s'effondrer, bien que je ne le sache pas encore. Quelque chose sur le sol a attiré mon attention. C'était un tissu coloré, à moitié accroché à un buisson de jasmin nocturne. Je me suis approchée et l'ai immédiatement reconnu. Mon foulard en laine rouge avec des broderies florales, un travail artisanal que ma défunte mère m'avait fait avant de partir. C'était une pièce unique au monde, avec ses fleurs brodées à la main, chacune d'une couleur différente. Cela n'avait aucun sens. L'hiver approchait, c'est vrai. Mais ce foulard spécifique était rangé au fond de mon armoire. Je le portais rarement parce que les couleurs étaient trop voyantes pour mon goût discret. Et de plus, j'étais absolument certaine de ne pas l'avoir sorti de l'armoire cette saison. J'ai pris le foulard, secoué la poussière et l'ai glissé dans mon sac. Pendant toute la messe, je n'ai pas réussi à me concentrer. Ma tête bouillonnait de questions. Comment mon foulard avait-il atterri là? Est-ce que quelqu'un était entré dans notre maison? Les enfants l'avaient-ils pris pour jouer? Mais ils connaissaient la valeur sentimentale de cet objet. Ils ne l'auraient jamais traité avec négligence. Quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai attendu que les enfants soient distraits avec leurs jouets dans le jardin et j'ai montré le foulard à Albert. « Regarde ce que j'ai trouvé jeté près de la porte arrière de l'église. N'est-ce pas étrange? Quelqu'un doit entrer dans notre maison. » Sa réaction m'a intriguée sur le moment. Il est devenu pâle, comme s'il avait vu un fantôme. Il a bégayé en répondant « Ah, ça,
Tu as dû l'oublier là-bas lors d'une autre visite à l'église, Didi. Il ne m'appelait Didi que lorsqu'il était nerveux. C'est impossible, Albert. Ce foulard était rangé depuis l'hiver dernier. Je ne l'ai même pas sorti de l'armoire cette année. Il a passé la main dans ses cheveux, un geste qu'il faisait toujours quand il était anxieux. Les enfants l'ont peut-être pris pour jouer, tu sais comment ils sont. Mais je leur ai déjà demandé sur le chemin du retour. Aucun n'a touché au foulard. Alors tu dois te tromper. Tu l'as peut-être utilisé et oublié. Avec tant de choses dont tu dois t'occuper, il est normal d'oublier ces petits détails. Il a fait un sourire forcé et a rapidement changé de sujet. Qu'est-ce qu'on a pour le déjeuner? Je meurs de faim. À ce moment-là, j'ai pensé qu'il était simplement préoccupé par la possibilité de cambrioleur. Après tout, qui ne le serait pas? Si quelqu'un entrait dans notre maison, nous pourrions tous être en danger. Mais quelque chose dans sa réaction ne semblait pas juste. C'était comme s'il en savait plus qu'il ne voulait dire. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à faire plus attention, et c'est alors que j'ai remarqué des choses étranges qui se produisaient. Mes chemisiers de soie, ceux que je ne portais que pour les occasions spéciales, étaient rangés encore humides dans l'armoire. Quand je les sortais pour les repasser, je remarquais des taches d'eau sur les plis, comme si quelqu'un les avait lavés à la hâte et rangés sans les sécher correctement. Il y avait aussi un parfum différent sur certaines de mes jupes. Ce n'était pas un parfum féminin, ni le savon que nous utilisions à la maison. C'était une odeur différente, quelque chose entre le musc et l'encens. À l'époque, je n'ai pas pu l'identifier, mais aujourd'hui je sais exactement ce que c'était. Un jour, j'ai trouvé une déchirure sur le côté de ma robe préférée, celle bleue à pois blancs que j'avais achetée dans la capitale lors d'une visite à ma sœur. J'étais absolument certaine que cette déchirure n'était pas là avant, car je prenais grand soin de mes vêtements. Nous n'avions pas d'argent pour acheter de nouveaux vêtements à tout moment. Le comportement d'Albert a aussi commencé à changer. Lui qui était toujours ponctuel a commencé à rentrer plus tard du travail, disant qu'il avait beaucoup de bilans à clôturer à la banque. Puis il a commencé à sortir les mercredis et vendredis soirs, disant toujours qu'il avait des réunions de comptabilité avec les commerçants du village. Les commerçants ont besoin d'organiser leurs livres fiscaux, expliquait-il. Je ne peux pas tout faire pendant les heures de banque, alors nous avons convenu de ces réunions supplémentaires. Je le croyais. Pourquoi n'aurais-je pas cru? Albert ne m'avait jamais donné de raison de douter. C'était un homme sérieux, travailleur, dévoué à sa famille, mais il y avait quelque chose de différent dans ses sorties. Il portait toujours un grand manteau marron, même quand le temps n'était pas si froid. Quand je lui ai demandé pourquoi il portait ce lourd manteau, il a dit que les nuits se rafraîchissaient durant les réunions qui se prolongeaient. Un détail qui a commencé à me déranger était qu'il prenait toujours une douche avant de sortir pour ces fameuses réunions. « Je dois être présentable, disait-il. Mais pourquoi prendre une douche pour une simple réunion de comptabilité ?» Il était déjà propre. Il avait pris une douche en rentrant de la banque. Et puis est venue la découverte qui a fait que toutes les pièces ont commencé à s'emboîter. Un jour, en rangeant des vêtements dans notre chambre, j'ai ouvert le tiroir de ma coiffeuse et j'ai remarqué que mon rouge à lèvres rose, un cadeau rare que ma sœur m'avait rapporté de Paris, avait la pointe usée d'une manière étrange. J'appliquais toujours mon rouge à lèvres avec soin, en gardant sa forme originale, mais maintenant, la pointe était aplatie, comme si quelqu'un l'avait pressée avec force contre ses lèvres. Je suis restée assise au bord du lit à regarder ce rouge à lèvres pendant des minutes, tandis qu'un frisson me parcourait l'échine. Qui aurait utilisé mon rouge à lèvres? Un des enfants? Mais les garçons ne s'y intéresseraient jamais. Et Marie savait qu'elle ne pouvait pas toucher à mes affaires sans demander. Il se passait autre chose dans ma maison, sous mon nez, et je devais découvrir quoi. Cet après-midi-là, ne supportant plus de garder ses soupçons pour moi, je suis allée chez mon amie Florence. Elle était veuve de l'ancien pharmacien du village, Monsieur Alain. Que Dieu l'ait en sa sainte garde. Florence avait une dizaine d'années de plus que moi, une femme expérimentée et de confiance, l'une des rares du village qui ne vivait pas de commérage. Je lui ai tout raconté. Le foulard trouvé, les vêtements humides, le parfum étrange, la déchirure sur la robe, le rouge à lèvres utilisé et, bien sûr, les sorties nocturnes d'Albert avec cet énorme manteau. Florence m'a écouté en silence, ses yeux s'agrandissant de plus en plus. Quand j'ai terminé, elle a pris mes mains entre les siennes et a dit d'une voix grave «
Edith, ma chère, je suis presque certaine de ce qui se passe. Ton mari doit emporter tes vêtements pour une autre femme. » Cela m'a frappé comme une bombe dans mon cœur déjà serré, mais en y réfléchissant, cela avait du sens. Albert devait cacher mes vêtements sous cet énorme manteau pour les apporter à une autre femme. Peut-être était-ce une femme pauvre qui n'avait pas de beaux vêtements, ou peut-être aimait-il la voir porter mes affaires. L'idée m'a dévastée, brisée de l'intérieur. Mais qui serait cette femme, Florence? Qui dans notre village me ferait une chose pareille? Ça, ma chère, nous ne le découvrirons qu'en enquêtant. La prochaine fois qu'il sortira avec ce manteau, nous devrons le suivre. Ce village est petit. Ce ne sera pas difficile de découvrir où il va. Le soir suivant était un mercredi, et comme prévu, Albert a annoncé qu'il aurait sa réunion. Il a pris une douche, s'est parfumé, a mis son manteau et est sorti. Je suis rapidement allé chez Florence, comme nous l'avions convenu, et c'est ainsi qu'a commencé mon voyage pour découvrir la vérité qui changerait ma vie à jamais. Une vérité que je n'aurais jamais pu imaginer, même dans mes pires cauchemars. Ce mercredi d'hiver fut le jour où mon innocence est morte pour toujours. La nuit était plus froide que la normale pour mai, avec un brouillard fin qui recouvrait les rues pavées de notre petit village. Les lumières des lampadaires créaient des halos jaunâtres qui parvenaient à peine à percer la brume, donnant un air presque fantomatique au décor. Florence m'attendait à sa porte. Elle portait un châle noir sur les épaules et avait une expression déterminée sur le visage. « Allons vite », murmura-t-elle. « Nous ne devons pas le perdre de vue. » Albert marchait rapidement, comme il le faisait toujours. À grands pas, décidé, le manteau marron se balançant à chaque mouvement. Nous le suivions à une distance sûre, nous cachant derrière les arbres et les murs, chaque fois qu'il regardait en arrière, ce qu'il faisait fréquemment, comme s'il craignait d'être observé. « Il va vers la place », murmurai-je à Florence. « Mais il n'y a pas de commerce ouvert par là à cette heure, » répondit-elle. « Ils ont tous fermé. » Nous avons continué à le suivre, le cœur battant si fort dans ma poitrine que je craignais qu'il puisse l'entendre. Le village se couchait tôt à cette époque. À 20 heures, les rues étaient déjà pratiquement désertes, surtout un mercredi ordinaire. Les seules lumières allumées étaient dans les maisons, où les familles dînaient ou se réunissaient pour écouter la radio de 20 heures. Quand Albert a tourné à droite dans la rue des Lilas, mon estomac s'est noué. Cette rue menait directement à l'église. « Est-ce qu'il va la rencontrer à l'église ?» murmurai-je, horrifié par cette possibilité. « Ce serait le comble de l'irrespect », répondit Florence en serrant mon bras. « Allons voir. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. Albert s'est arrêté devant l'église Saint-Benoît, notre paroisse. L'ancienne construction, avec ses murs blancs et son clocher gris, était silencieuse et sombre, à l'exception d'une faible lumière qui venait de la sacristie à l'arrière. Albert a regardé autour de lui une dernière fois. Nous nous sommes rapidement cachés derrière un arbre, puis il est entré par la porte latérale, celle qui restait toujours déverrouillée pour les fidèles qui voulaient prier à n'importe quelle heure. « Mon Dieu du ciel !» murmura Florence. « Il la rencontre dans la maison du Seigneur. » J'ai attendu quelques minutes, mon cœur martelant dans ma poitrine comme s'il voulait s'en échapper. 1000 pensées traversèrent ma tête. Qui pouvait être cette femme? Quelqu'un que je connaissais? Une des mères de mes élèves? Peut-être la nouvelle secrétaire de la mairie, qui souriait toujours trop à Albert quand nous nous croisions sur la place? Peut-être qu'elle travaille à l'église comme femme de ménage, chuchota Florence, semblant lire mes pensées. J'ai entendu dire que le père Thomas a engagé une nouvelle femme pour s'occuper du nettoyage. Entrons, décidai-je. Nous étions déjà allés jusque-là. Je devais voir de mes propres yeux. Nous avons traversé le petit jardin latéral et sommes entrés par la même porte qu'Albert. L'intérieur de l'église était dans la pénombre, éclairé seulement par les bougies votives qui brûlaient sur l'autel de Notre-Dame. L'odeur de cire et d'encens emplissait l'air, mêlée à cette odeur caractéristique des lieux anciens, bois, moisissure et sainteté. Nous avons avancé en silence, passant devant les bancs vides. La lumière venait de la sacristie au fond. À mesure que nous approchions, j'ai commencé à entendre des voix. L'une d'elles, indéniablement celle de mon mari. L'autre, je n'ai pas pu l'identifier immédiatement. Elle était trop grave pour être celle d'une femme, pensai-je, confuse.
La porte de la sacristie était entr'ouverte. Florence et moi nous sommes approchés lentement, veillant à ce que les vieilles planches du parquet ne grincent pas sous nos pieds. Nous nous sommes arrêtés près de la porte, cachés par l'ombre, et avons regardé par la fente. Ce que j'ai vu là a détruit mon monde en un instant, comme un château de sable emporté par une vague cruelle. Albert avait enlevé son manteau qui gisait sur une chaise, mais il n'était pas avec une autre femme, comme je l'avais imaginé. Il portait lui-même mes vêtements, ma robe bleue à pois blancs, celle-là même que j'avais trouvée déchirée et puis soigneusement raccommodée. Mon foulard rouge brodé était élégamment enroulé autour de son cou et, à mon horreur absolue, il portait mes boucles d'oreilles en perles, cadeau de mariage de ma mère, et avait le visage maquillé avec mon rouge à lèvres rose, celui que j'avais remarqué être différent. Mais ce choc dévastateur n'était rien. Ce qui est venu ensuite a pulvérisé tout vestige de réalité auquel je pouvais encore m'accrocher. Le père Thomas, oui, notre curé, l'homme qui avait baptisé mes 3 enfants, qui dînait chez nous, qui donnait des conseils spirituels à toute la communauté, était là debout devant Albert, et il n'était pas choqué ou en train de le réprimander, comme on aurait pu s'y attendre. Non, il caressait le visage de mon mari avec une intimité qui ne pouvait signifier qu'une chose. « Tu es magnifique aujourd'hui, ma douce Bertie », dit le prêtre avec une voix que je ne l'avais jamais entendue utiliser auparavant. Douce, presque mielleuse. Bertie. Il l'appelait Bertie. C'était le surnom que j'utilisais pour Albert dans nos moments les plus intimes. C'était une plaisanterie entre nous, quelque chose de personnel, de sacré. L'air a quitté mes poumons. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Mes genoux ont faibli, et si ce n'était pas Florence, me tenant par le bras, je me serais effondré sur place. Je ne sais pas ce qui m'a possédé à ce moment-là. Peut-être était-ce la douleur, la colère, le choc. Peut-être était-ce l'instinct d'une femme trahie, non seulement par son mari, mais par toute la vie qu'elle croyait avoir. J'ai poussé un cri qui a résonné dans toute l'église, un son qui ne semblait même pas humain, né des profondeurs de mon âme lacérée. « Albert !» Les 2 hommes se sont figés. La scène s'est gravée dans ma mémoire, comme une terrible photographie. Albert, vêtu de mes vêtements, maquillé, les yeux écarquillés de terreur. Le père Thomas avec sa main encore suspendue dans les airs à quelques centimètres du visage de mon mari. « Édith, ce n'est pas ce que tu crois », balbutia Albert avec cette phrase cliché que tous les traîtres semblent connaître par cœur. Mais c'était exactement ce que je pensais. Pire. « Comment avez-vous pu ?» ai-je réussi à dire, ma voix entrecoupée de sanglots. « Dans la maison de Dieu. » Le père Thomas fut le premier à se ressaisir. Avec la dignité que je savais maintenant n'être qu'un masque, il redressa les épaules et parla de sa voix de sermon. « Édith, tu dois comprendre. »« Comprendre. Comprendre quoi ?» criai-je, ma voix résonnant contre les murs sacrés. « Qu'est-ce exactement que je dois comprendre, mon père? Que mon mari porte mes vêtements pour vous rencontrer? Que tout ce que nous avons vécu était un mensonge? Que l'homme qui a baptisé mes enfants est... » Je n'ai pas pu terminer la phrase. C'était trop douloureux de mettre en mots ce que je voyais. Albert a essayé de s'approcher, mais j'ai reculé, dégoûté. Voir cet homme, le père de mes enfants, l'homme avec qui j'avais partagé mon lit pendant 15 ans, portant ma robe, mon rouge à lèvres, mes boucles d'oreilles, c'était comme si tout ce que je savais sur le monde s'était effondré. « Ne t'approche pas de moi, sifflai-je. Ne t'approche plus jamais de moi ou de mes enfants. » Et alors j'ai fait la seule chose à laquelle j'ai pu penser. J'ai couru. J'ai couru hors de l'église, loin de ce cauchemar, avec Florence me suivant. J'ai couru dans les rues sombres et vides, les larmes coulant sur mon visage, l'air froid de la nuit brûlant mes poumons. J'ai couru jusqu'à la maison de Florence, incapable de retourner dans ce que j'appelais autrefois mon foyer. « Tu vas rester ici cette nuit ?» dit-elle en me faisant entrer. « Demain, nous réfléchirons à ce qu'il faut faire. » Mais je savais qu'il n'y avait pas à réfléchir. Ma vie, telle que je la connaissais, s'était terminée dans cette sacristie. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis restée assise sur le lit d'invité de la maison de Florence, regardant dans le vide, revivant chaque moment des derniers mois, identifiant les signes que j'aurais dû voir. Comment ai-je pu être si aveugle? Comment n'ai-je pas remarqué ce qui se passait sous mon propre toit? Le lendemain matin, tout le village était déjà au courant.
Je n'ai jamais découvert si c'était le père Thomas qui avait répandu l'histoire en essayant de prendre les devants et de donner sa version, ou si c'était quelqu'un qui nous avait vus entrer dans l'église cette nuit-là. Dans les petits villages, les murs ont des oreilles et les secrets courent plus vite que le vent. Quand j'ai finalement eu le courage de retourner à la maison, j'ai trouvé Albert en train de mettre des vêtements dans une valise. Il ne portait plus ma robe, bien sûr. Il était revenu à son costume gris, impeccable, comme si la nuit précédente n'avait été qu'un cauchemar fiévreux. « Je m'en vais, dit-il, sans me regarder dans les yeux. C'est mieux pour tout le monde. »« Et tes enfants ?» demandai-je, la voix étouffée d'avoir tant pleuré. « C'est aussi mieux pour eux ?» Il m'a finalement regardé et j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais remarqué auparavant. Un mélange de honte, de soulagement et de liberté. « Ils se porteront mieux sans moi, Didi, tu le sais. »« Où vas-tu ?»« À Paris, Thomas. » Il hésita à prononcer le nom. Le père a déjà demandé son transfert pour une paroisse là-bas. Ils avaient donc tout planifié, s'enfuir ensemble, tout abandonner, la paroisse, la famille, les responsabilités, laissant derrière eux les morceaux brisés pour que je les ramasse seul. « Et l'argent ?» demandai-je, pragmatique même au milieu de cette tempête émotionnelle. « Comment vais-je subvenir aux besoins de nos enfants ?» Albert a ouvert le tiroir de la commode et en a sorti une enveloppe. « C'est tout ce que je peux laisser maintenant. J'ai vendu la montre en or qui appartenait à mon père. » J'ai pris l'enveloppe sans l'ouvrir. Je savais que ce ne serait pas suffisant, mais c'était tout ce que j'aurais. « Que dois-je dire aux enfants ?» demandai-je, sentant le poids de cette question impossible. Il a fermé la valise avec un clic sec. « La vérité si tu veux, ou invente quelque chose. Dis que j'ai dû voyager pour le travail, que je suis mort, n'importe quoi. »« Lâche, murmurai-je, mais il fit semblant de ne pas entendre. Il a pris la valise et a marché jusqu'à la porte. Avant de sortir, il s'est arrêté et a dit sans se retourner « Je suis désolé, Edith, je n'ai jamais voulu te blesser. » Et puis il est parti par la porte d'entrée, en plein jour, comme s'il avait tout à fait le droit d'abandonner simplement la vie que nous avions construite. Plus tard, j'ai découvert qu'il avait retiré presque toutes nos économies de la banque avant de s'enfuir. Le peu qu'il laissa dans l'enveloppe suffirait à peine pour un mois de dépenses. Lui et le père Thomas étaient repartis pour Paris dans le bus de 10 heures, comme je l'ai appris plus tard par Madame Carmille de la gare routière. 2 hommes avec de grandes valises achetant des billets aller simples pour Paris. C'est ainsi qu'à 32 ans, je me suis retrouvée seule avec 3 enfants à élever, sans emploi. Car le lendemain, j'ai reçu la visite du directeur de l'école m'informant que les parents ne voulaient plus que la femme du pêcheur enseigne à leurs enfants. Et avec un village entier me regardant avec un mélange de pitié et de mépris. Le scandale fut le plus grand que notre petit village ait jamais connu. Le fils du propriétaire de l'épicerie inventa même une chanson sur l'affaire que les ivrognes chantaient au café du coin. Je ne pouvais pas aller à la boulangerie sans entendre des chuchotements, sans sentir des regards brûler mon dos. Je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait chez cet homme, disaient les mêmes dames qui auparavant faisaient l'éloge d'Albert comme exemple de père de famille. J'ai toujours trouvé le père Thomas trop étrange, commentèrent les mêmes hommes qui auparavant le révéraient. Mais personne n'avait rien vu avant. Personne n'avait soupçonné. Ou s'ils avaient des soupçons, ils préféraient le confort du silence. Maintenant, tous étaient experts pour pointer des signes que personne n'avait remarqués. Et moi, de professeur respecté et épouse exemplaire, je suis devenue cette pauvre femme, l'abandonnée, la femme de l'homme qui s'est enfui avec le curé, comme si mon identité avait été complètement effacée, remplacée par cet événement unique et terrible. Les portes ont commencé à se fermer devant moi, une à une. J'ai perdu mon emploi à l'école. Les familles qui m'invitaient auparavant chez elles évitaient maintenant mon regard dans la rue. Les femmes éloignaient leurs maris quand je passais, comme si ce qui m'était arrivé était contagieux. Et les hommes, certains ont commencé à me regarder différemment, avec un intérêt prédateur, comme si une femme abandonnée était une proie facile, désespérée de compagnie. Mais le pire de tout, c'étaient les enfants. Comment expliquer à 3 enfants innocents que leur père était parti, emportant avec lui non seulement nos économies et ma dignité, mais aussi l'homme qui représentait la foi dans leur vie? J'ai opté pour une demi-vérité.
J'ai dit que leur père était allé travailler à Paris et que nous ne savions pas quand il reviendrait. Quant au père Thomas, j'ai simplement dit qu'il avait été transféré, comme cela arrivait parfois avec les prêtres. Claude, mon aîné, m'a regardé avec ses yeux si semblables à ceux de son père et a demandé « Va-t-il au moins envoyer de l'argent ? Comment allons-nous vivre maintenant, maman ?» 12 ans. 12 ans et déjà préoccupé par l'argent, par la survie. À ce moment-là, j'ai détesté Albert de toutes mes forces. « Nous irons bien, » ai-je répondu, ravalant le nœud dans ma gorge. « Maman va s'occuper de tout. » Et ainsi a commencé la phase la plus difficile de ma vie. Une phase d'humiliation, de portes fermées, de larmes cachées dans la salle de bain pour que mes enfants ne me voient pas faiblir. Mais aussi une phase où j'ai découvert une force en moi que je ne savais pas exister. Vous n'imaginez pas ce que c'est de se réveiller chaque matin, sachant que votre monde s'est effondré, mais devant sourire et prétendre que tout ira bien pour 3 enfants qui dépendent entièrement de vous. Chaque matin était une bataille intérieure, me permettant quelques minutes d'auto-apitoiement pendant que l'eau pour le café bouillait, pour ensuite essuyer mes larmes, ajuster ma posture et faire face à la journée avec une détermination que j'étais loin de ressentir. Dans les premières semaines après le départ d'Albert, j'ai vécu des quelques économies qu'il avait laissées et de la charité réticente de certains voisins. Madame Auguste, la couturière, m'apportait des pains qui restaient de la boulangerie où son fils travaillait. Monsieur Jacques, le cordonnier, a réparé les chaussures des enfants sans faire payer, disant simplement « Vous pourrez payer quand vous pourrez ». De petits gestes qui, au milieu du mépris général, étaient aimés comme des gouttes d'eau dans le désert. Mais je savais que la charité ne soutiendrait pas ma famille très longtemps. Je devais travailler, générer des revenus. Le problème, c'est que dans un petit village comme le nôtre, en 1968, les options pour une femme dans ma situation étaient pratiquement inexistantes. Je suis allée à la mairie, au commerce, à la nouvelle école privée qui avait ouvert en périphérie. Partout, j'ai reçu le même regard inconfortable, la même excuse polie. Pour le moment, nous n'embauchons pas, Madame Edith. Un après-midi, en rentrant chez moi, après une nouvelle tentative infructueuse de trouver du travail, je suis passée devant le jardin de Madame Germaine, l'une des plus anciennes dames du village. Elle essayait d'étendre du linge sur la corde, mais ses rhumatismes rendèrent la tâche presque impossible. « Puis-je vous aider » ai-je proposé sans trop réfléchir. Elle m'a regardée avec méfiance. Elle avait probablement entendu toutes les histoires à mon sujet, mais son inconfort physique a parlé plus fort. Si ce n'est pas trop demandé, Madame Edith, j'ai étendu tout le linge, organisé les pièces par type et taille, comme je l'ai toujours fait avec les nôtres. Quand j'ai terminé, Madame Germaine m'a offert un café. « Vous avez des mains habiles », a-t-elle commenté. « Mon linge n'a jamais été si bien arrangé sur la corde. » Ce commentaire apparemment trivial a allumé une lumière dans mon esprit. « Madame Germaine, auriez-vous besoin de quelqu'un pour laver et repasser votre linge régulièrement ? Je peux le faire pour un prix juste. » C'est ainsi que j'ai obtenu ma première cliente pour le service de lavandière. Madame Germaine en a parlé à son amie, Madame Eulalie, qui à son tour m'a recommandé à sa nièce. Et bientôt, je lavais et repassais pour 3 maisons. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était un début. Chaque pièce était soigneusement gardée dans une boîte de beurre vide, cachée derrière une tuile détachée dans la cuisine. Le travail était ardu. Je me levais à 4 heures, j'allumais le feu dans la cour, je mettais les grandes bassines d'eau à bouillir. Mes mains, autrefois délicates de professeur, sont devenues rugueuses, marquées par de légères brûlures du fer chaud, craquelées par le savon puissant, mais c'étaient des mains dignes, des mains qui nourrissaient mes enfants. J'ai vite compris que laver du linge ne suffirait pas. L'argent couvrait à peine la nourriture et le loyer de la modeste maison où nous avions dû déménager, après que le propriétaire de l'ancienne maison, qui appartenait à la banque où Albert travaillait, ait réclamé la propriété. C'est alors que je me suis souvenu des recettes de ma mère. Elle faisait les meilleures pâtisseries de la région, des recettes qui se transmettaient de génération en génération. J'ai commencé à faire des biscuits, des tartes, des clafoutis, tous les desserts qu'elle m'avait appris. Claude, mon fils aîné, les vendait à la sortie de l'école et sur la place le dimanche. Marie s'occupait du petit, Jean, pendant que je lavais du linge ou cuisinais.
Peu à peu, les pâtisseries ont gagné en renommée. Les douceurs d'Édith, les appelait-on. Certaines personnes ont surmonté le scandale en faveur de ma tarte aux pommes crémeuses. D'autres achetaient par l'intermédiaire de leurs enfants ou domestiques pour ne pas être vus négociant directement avec moi. Peu m'importait. L'argent était le même. Il y avait aussi les cours particuliers que j'ai commencé à donner secrètement. Certaines familles, constatant que leurs enfants avaient des difficultés à l'école sans mon orientation, avalaient leurs préjugés et me contactaient discrètement. Pourriez-vous donner quelques cours de rattrapage à Jean? Mais il faudrait que ce soit chez nous et, si possible, que vous entriez par la porte de service. J'ai avalé ma fierté et accepté ces conditions. Mes enfants devaient manger. Ils avaient besoin de livres, de vêtements, d'une vie minimalement digne. Certains cours étaient payés en argent, d'autres en nourriture ou en service. Une réparation ici, un vêtement d'occasion là. Le plus difficile était d'entendre les questions de mes enfants. « Maman, pourquoi les autres mères ne laissent-elles pas leurs enfants jouer avec nous ?» demanda Jean, mon cadet, un soir. « Pourquoi devons-nous entrer par la porte de service chez Pierre quand tu vas lui donner des cours ?» questionna Marie, plus perspicace que je ne l'aurais souhaité pour ses 10 ans. Le plus douloureux, cependant, c'était en les questions sur leur père. Au début, elles venaient quotidiennement. « Quand papa revient-il? A-t-il envoyé une lettre? Pourquoi ne téléphone-t-il pas ?» Avec le temps, les questions ont diminué, jusqu'à presque cesser. Je ne sais pas ce qui était pire, les questions constantes ou le silence résigné qui les a remplacées. Claude, en particulier, a grandi trop vite. À 13 ans, il a trouvé un travail comme livreur à la pharmacie après l'école. Il me remettait chaque centime qu'il gagnait. « Pour aider à la maison, maman », disait-il avec un sérieux qui brisait mon cœur. Aucun enfant ne devrait porter un tel fardeau. C'est vers cette période que j'ai reçu la seule lettre d'Albert, une simple enveloppe, avec l'adresse écrite dans cette calligraphie que je connaissais si bien, de tant de billets d'amour que j'avais reçus pendant nos fiançailles. Une autre vie, semblait-il maintenant. À l'intérieur, un billet de 100 francs, une somme considérable à l'époque, mais insignifiante par rapport à ce dont nous avions besoin, et un court mot pour les enfants. « J'espère que vous allez bien. » Ah, aucune question sur comment nous survivions, aucune explication, aucune demande de pardon. J'ai déchiré le billet en 1000 morceaux, mais j'ai gardé l'argent. Je n'avais pas le luxe de la fierté. Les mois se sont transformés en 1 année, puis 2. La nouveauté du scandale a diminué, remplacée par de nouveaux drames locaux. Je n'étais plus la nouvelle du jour, juste cette femme, tu sais, celle de l'affaire avec le curé. Le mépris explicite a cédé la place à une sorte de pitié condescendante qui, d'une certaine façon, était encore plus humiliante. Je travaillais du lever au coucher du soleil. Mes mains, autrefois protégées par des gants quand j'allais à la messe le dimanche, étaient maintenant en permanence rouges et gonflées à force de laver du linge. Mes genoux me faisaient mal, à force de frotter les sols des maisons, où j'avais commencé à faire le ménage pour compléter mes revenus. Mes yeux me brûlaient des nuits blanches, à préparer des pâtisseries à vendre le lendemain ou à corriger les exercices des élèves particuliers que je parvenais à avoir. Mais mes enfants n'ont jamais dormi le ventre vide, n'ont jamais manqué l'école, ont toujours eu des vêtements propres, même s'ils étaient raccommodés tant de fois qu'on ne reconnaissait presque plus le tissu d'origine. C'était mon petit triomphe quotidien, ma résistance silencieuse. Le village continuait à nous traiter comme des parias, mais de façon plus subtile. Maintenant, les garçons à l'école provoquaient mes fils, appelant leur père par des noms que les enfants ne devraient même pas connaître. Les mères continuaient à éloigner leur fille de mari, comme si être la fille d'un père absent était contagieux. Les professeurs traitaient mes enfants avec une distance clinique, jamais avec la chaleur qu'ils accordaient aux autres enfants. C'est dans ce contexte que s'est produit l'événement qui marquerait un tournant dans notre histoire. Nous étions en juin 1970, 2 ans après le départ d'Albert. Le village se préparait pour la traditionnelle fête de la moisson, le plus grand événement annuel de cette communauté agricole. Il y aurait de la musique, de la nourriture, de la danse, des stands de jeux, toute la joie qu'un petit village peut produire quand il s'y efforce. Je ne voulais pas y aller. Je savais que nous serions observés, commentés, jugés, mais mes enfants ont supplié. « S'il te plaît, maman », demanda Jean avec ses grands yeux qui me rappelaient douloureusement ceux de son père. « Tous les enfants seront là.
Comment leur refuser ce petit plaisir? Ils avaient déjà tant perdu, tant souffert pour des erreurs qui n'étaient pas les leurs. J'ai donc accepté, mais le cœur lourd. J'ai mis ma meilleure robe, une bleue foncée simple, déjà décolorée à force d'être lavée, mais digne. J'ai coiffé mes cheveux avec soin, les ai attachés en un chignon bas. J'ai mis un peu de poudre de riz sur mon visage pour masquer les cernes profondes, marque des années difficiles. Ce n'était pas de la vanité, c'était une armure. Quand nous sommes arrivés sur la place centrale, elle était déjà pleine. Des banderoles colorées pendaient entre les poteaux. Le kiosque était décoré de fleurs des champs. L'odeur de petits plats et de pâtisseries flottait dans l'air. Dans une autre vie, j'aurais aidé à l'organisation. J'aurais passé des semaines à préparer la décoration avec les autres professeurs. Nous avions à peine fait quelques pas quand j'ai senti les regards, toujours les regards. Les gens se penchaient les uns vers les autres, chuchotant derrière leurs mains. J'entendais des bribes. Elle a eu le courage de venir. Elle devrait avoir honte. Pauvres enfants. J'ai essayé d'ignorer, me concentrant sur mes enfants. Je leur ai acheté de la barbe à papa, un luxe rare que j'ai seulement permis parce que Claude avait insisté pour payer avec son propre argent de la pharmacie. Je les ai observés courir pour jouer au stand de pêche à la ligne. Leurs visages momentanément libérés des préoccupations qui les avaient fait mûrir prématurément. C'est alors que j'ai vu Madame Arlette, l'épouse du maire, me dévisageant de l'autre côté de la place. Elle était avec son cercle habituel de dames de la société locale. Toutes me regardaient, certaines riant discrètement. Madame Arlette s'est penchée et a dit quelque chose qui a fait rire les autres plus ouvertement. Quelque chose en moi s'est brisé. 2 ans d'humiliation, de portes fermées, de regards de mépris, de lutte quotidienne pour maintenir un minimum de dignité. 2 ans à supporter en silence, à baisser la tête, à ravaler mes larmes pour ne pas inquiéter mes enfants. Je ne sais pas ce qui m'a possédée à ce moment-là. C'était comme si une autre personne avait pris possession de mon corps, une Édith que je ne connaissais pas, une qui n'était pas disposée à être piétinée une fois de plus. J'ai marché jusqu'au centre de la place, près du kiosque, où le petit orchestre du village jouait une polka animée. Je me suis arrêtée là, bien en vue de tous, et j'ai respiré profondément. « Pourquoi est-ce que vous me regardez tous et me jugez ?» ai-je crié, ma voix résonnant sur la place, faisant taire la musique, figeant sourire et conversation. Ce n'est pas moi qui ai trompé mon mari, je n'ai rien à voir avec ça. Je suis fatiguée que ce village me juge. Le silence était absolu maintenant. On pouvait entendre le bruissement des feuilles des arbres de la place. Vous pensez que c'est facile de devoir m'occuper de mes enfants toute seule après que mon mari, que je croyais être l'amour de ma vie, m'ait abandonné pour le curé qui a baptisé nos enfants? Vous devriez y réfléchir un peu. Mes mains tremblaient, mon cœur battait la chamade, mais j'ai continué à libérer 2 ans de chagrin contenu. Mes enfants ne sont pas coupables. Ce sont des enfants innocents. Pourquoi les traitez-vous comme s'ils avaient une maladie contagieuse? Pourquoi vos enfants ne peuvent-ils pas jouer avec les miens? Pourquoi traversez-vous la rue quand vous nous voyez? Qu'avons-nous fait pour mériter cela? Des larmes coulaient sur mon visage maintenant, détrempant le peu de poudre de riz que j'avais appliqué. Je m'en fichais. J'étais allé trop loin pour reculer. Je lave vos vêtements, je nettoie vos maisons, j'enseigne à vos enfants en cachette. Vous n'avez pas honte de me traiter comme une moins que rien pendant la journée et ensuite de frapper à ma porte quand vous avez besoin de mes services? Un silence mortel s'est emparé de la place. J'ai vu Claude, Marie et Jean, paralysés près du stand de pêche à la ligne, les yeux écarquillés de choc. J'ai pensé que je serais chassée du village à cet instant. Peut-être que ce serait mieux de recommencer ailleurs, où personne ne connaîtrait notre histoire. Mais alors, quelque chose est arrivé que je n'oublierai jamais. Dans cette place silencieuse, où mon cri de désespoir semblait encore résonner, il s'est produit quelque chose qui changerait le cours de ma vie pour toujours. Madame Joséphine, la sage-femme du village, une dame de près de 70 ans qui avait mis au monde la moitié des habitants de cette communauté, y compris mes 3 enfants, s'est levée lentement du banc où elle était assise. Avec ses mains ridées, marquées par des décennies à aider les enfants à naître, elle a marché vers moi d'un pas ferme, malgré son âge. Tout le monde respectait Madame Joséphine. Elle connaissait les secrets les plus intimes de chaque famille.
Qui avait eu des enfants avant le mariage? Qui avait eu plus d'enfants qu'il ne pouvait en nourrir? Qui avait pleuré de déception au lieu de joie en apprenant le sexe du bébé? Elle gardait ses secrets comme un coffre-fort, ne jugeant jamais, aidant toujours. Quand elle est arrivée jusqu'à moi, j'ai pensé que je recevrais une réprimande pour avoir causé un scandale en public. Au lieu de cela, elle a pris mes mains entre les siennes, m'a regardé dans les yeux et a dit assez fort pour que les premiers rangs de personnes puissent entendre: « Je suis fière de toi, Edith. Ce n'est pas facile, c'est vrai. Cette force que tu as, peu l'aurait. » Ces paroles ont été comme un baume pour mon âme blessée. J'ai senti les larmes revenir, mais différentes maintenant, non plus de colère ou d'humiliation, mais de soulagement, de gratitude pour ce petit geste d'humanité. Et alors, quelque chose de plus surprenant encore s'est produit. Le vieux monsieur Antoine, propriétaire de l'épicerie, qui devait avoir environ 80 ans et sortait rarement de derrière son comptoir, s'est levé avec difficulté, s'appuyant sur sa canne en bois, et a commencé à applaudir. Un applaudissement lent, ferme, délibéré. Un par un, d'autres ont suivi. La couturière Auguste, le forgeron et sa femme, quelques mères d'élèves à qui j'avais donné des cours, des travailleurs de la sucrerie. Ce n'était pas toute la place, loin de là, mais c'était un nombre significatif, peut-être un tiers des personnes présentes. De l'autre côté, j'ai vu le maire et sa femme, Madame Arlette, regardant la scène avec une désapprobation évidente. Ils se sont levés, le nez en l'air, et se sont retirés de la fête, suivis par leur cercle le plus proche de flatteurs. Quelques autres ont suivi l'exemple, lançant des regards réprobateurs dans ma direction. Mais beaucoup sont restés, et plus important encore, beaucoup se sont approchés de moi après, offrant des paroles de soutien, des poignées de main discrètes, des promesses de travail. « Mon fils va mal à l'école depuis que vous êtes partie, Madame Edith, » dit le laitier. « Pourriez-vous lui donner des cours? Chez nous-mêmes, pas besoin de se cacher. J'ai besoin de quelqu'un pour faire des pâtisseries pour l'anniversaire de ma fille le mois prochain, » dit la femme du pharmacien. « J'ai entendu dire que les vôtres sont les meilleurs de la région. » Même le directeur de l'école, celui-là même qui m'avait renvoyé 2 ans auparavant, s'est approché avec une expression embarrassée. « Madame Edith, peut-être pourrions-nous discuter de la possibilité que vous repreniez l'enseignement? Ce ne serait pas immédiatement, bien sûr, et ça commencerait probablement avec peu d'heures, mais je pouvais à peine croire ce qui se passait. C'était comme si mon cri désespéré avait fissuré une digue invisible, libérant non seulement ma douleur refoulée, mais aussi la décence et la compassion qui étaient submergées sous le jugement et l'hypocrisie de ce petit village. Mes enfants ont couru vers moi, m'enlaçant les jambes, regardant vers le haut avec un mélange de choc et d'admiration. « Maman, tu as crié sur le maire ?» chuchota Jean entre l'horreur et le délice enfantin. Ce soir-là, nous sommes rentrés à la maison avec quelque chose que nous n'avions pas ressenti depuis longtemps, l'espoir, et aussi avec un sac de friandises de la fête, gracieuseté de Madame Joséphine, qui avait insisté pour que nous les emportions. « Les enfants méritent un peu de joie, » avait-elle dit, remplissant les poches de Jean de bonbons. À partir de ce jour, le village s'est divisé. Ce n'étaient plus tous contre Edith et ses enfants. Il y avait ceux qui me respectaient pour mon courage de faire face aux préjugés, qui me donnaient du travail ouvertement, qui laissaient leurs enfants jouer avec les miens. Et il y avait les autres, menés par l'élite locale, qui continuaient à me traiter comme une paria, peut-être même avec plus d'intensité après mon spectacle à la fête. Mais la vie est ainsi, n'est-ce pas? Tout le monde ne va pas vous aimer. Tout le monde ne va pas comprendre votre histoire. L'important est de trouver ceux qui voient au-delà des apparences, qui voient l'être humain derrière l'étiquette. Les semaines suivantes ont apporté des changements concrets. Le directeur a tenu sa promesse et m'a offert quelques heures de cours, pas à l'école principale, mais dans une petite école rurale que la mairie maintenait pour les enfants des travailleurs de la sucrerie. Ce n'était pas l'idéal, mais c'était un début, un retour à la profession que j'aimais. Les commandes de pâtisserie ont considérablement augmenté. J'ai rapidement eu besoin de l'aide de Marie, qui à 12 ans montrait déjà un talent pour la cuisine. Les samedis après-midi, nous transformions notre petite cuisine en une fabrique de délices. Biscuits, tartes aux fruits, pain d'épices, clafoutis, madeleines, crème caramel. La liste ne cessait de s'allonger, tout comme notre clientèle.
Même le service de blanchissage s'est amélioré. Certaines familles, qui auparavant me payaient le moins possible, offrèrent maintenant un prix juste, reconnaissant la qualité de mon travail. Certaines recommandaient même mes services ouvertement, sans honte ni hésitation. Lentement, péniblement, notre vie a commencé à se stabiliser. Nous n'étions pas riches, loin de là. Nous comptions encore chaque centime. Il y avait encore des soirs où le dîner n'était que du riz avec des haricots. Nous raccommodions toujours les vêtements jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible d'identifier le tissu d'origine. Mais nous ne vivions plus avec cette peur constante du lendemain, cette incertitude étouffante sur comment nous nourririons les enfants le jour suivant. Et le plus important, mes enfants ont recommencé à sourire. Claude restait sérieux et responsable au-delà de son âge, insistant pour aider aux dépenses grâce à son travail à la pharmacie. Mais maintenant, il participait aussi à l'équipe de football de l'école. Il avait des amis qui venaient chez nous sans se soucier des commentaires malveillants. Marie, ma sensible Marie, qui avait tant souffert de l'isolement social, avait maintenant quelques amis, pas beaucoup, mais loyales. Des filles dont les mères avaient décidé que la situation de la famille n'était pas contagieuse, ni moralement corruptrice. Quant à Jean, mon cadet, il semblait s'être remis plus vite que les autres. Peut-être parce qu'il était plus jeune quand tout est arrivé, peut-être à cause de sa nature naturellement optimiste. Il courait dans le village avec ses amis, grimpait aux arbres, jouait au ballon sur la place, toutes les bêtises normales d'un garçon de son âge. C'est à cette époque que j'ai reçu la deuxième et dernière lettre d'Albert. L'enveloppe avait le même aspect simple que la première, mais cette fois, elle ne contenait qu'un billet sans argent. « Edith, j'ai appris par des connaissances que toi et les enfants allaient mieux. J'en suis heureux. Je ne pourrai plus envoyer d'aide financière. La vie à Paris est chère et t'es malade. Prends soin de toi. A. » La référence voilée à Thomas, qu'il n'osait même pas nommer complètement dans la lettre, m'a touché d'une manière inattendue. Ce n'était pas de la colère ou du chagrin que je ressentais. Ces émotions existaient toujours, mais elles étaient plus distantes maintenant, comme de vieilles cicatrices qui ne font mal que quand le temps va changer. Ce que j'ai ressenti, c'était de la pitié. Pitié pour cet homme qui avait jeté une famille qu'il aimait, une position respectée dans la communauté, tout pour une vie construite sur des mensonges. Quel genre de bonheur pouvait-il trouver ainsi? Comment pouvait-il se regarder dans le miroir en sachant ce qu'il avait fait? Je n'ai pas répondu à la lettre. Il n'y avait rien à dire. Nos chemins s'étaient séparés irrévocablement cette nuit-là dans la sacristie, et je commençais enfin à construire une vie sans son ombre. Les années suivantes ont été de dur labeur, mais aussi de petites victoires. En 1972, j'ai réussi à économiser assez d'argent pour faire un acompte sur une petite maison en périphérie du village. Elle était petite, avait besoin de réparation, avait un minuscule jardin, mais elle était à nous. Personne ne pourrait nous expulser, personne ne pourrait dicter les règles sur notre façon de vivre. Claude, à 16 ans, a reçu une proposition pour travailler à temps plein à la pharmacie dès qu'il aurait terminé le lycée. Mais j'avais d'autres projets pour lui. « Tu vas passer le baccalauréat ?» lui ai-je dit un soir pendant que nous dînions, « pour la médecine. » Il m'a regardé, surpris. « Maman, c'est impossible, c'est trop cher et je dois aider à la maison. »« Ce n'est pas impossible, » ai-je répondu, mettant sur la table un livret d'épargne. « J'économise un peu chaque mois depuis que ton père est parti. Ce n'est pas beaucoup, mais ça suffira pour la première année. Pour le reste, il y a des bourses, des travaux à mi-temps. Nous trouverons un moyen. » Marie, alors âgée de 14 ans, a applaudi avec enthousiasme. « Mon frère va être médecin. » Jean, toujours pratique, même à 12 ans, a demandé. « Et moi et Marie, maman, pourrons-nous aussi étudier ?» « Bien sûr, ai-je répondu, ressentant une détermination que je ne savais pas posséder. « Vous aurez tous une éducation. C'est la seule chose que personne ne pourra jamais vous enlever. » Et ce fut ainsi. Ce ne fut pas facile. Rien dans notre vie n'était facile. Il y eut des moments où je pensais que nous n'y arriverions pas, que les obstacles étaient trop grands. Des nuits où je pleurais seule dans ma chambre, terrifiée par la responsabilité qui pesait sur mes épaules. Mais nous avons persisté. J'ai continué à donner des cours, à faire des pâtisseries, occasionnellement à laver du linge pour compléter le revenu. Je travaillais du lever au coucher du soleil, dormais peu, vivais avec le minimum pour que mes enfants puissent avoir le maximum que je pouvais leur offrir.
En 1974, 6 ans après le scandale qui avait détruit notre vie, j'ai reçu une invitation que je n'aurais jamais espérée. Le conseil de l'école municipale m'a offert de reprendre mon ancien poste. Le directeur qui m'avait licencié avait pris sa retraite et son remplaçant était un jeune professeur venant de Paris avec des idées plus progressistes. « Votre réputation d'éducatrice parle d'elle-même, Madame Edith, dit-il, et je pense qu'il est grand temps que ce village laisse certains préjugés derrière lui. » J'ai accepté le poste, les larmes aux yeux, non seulement pour le meilleur salaire, pour la stabilité, pour le retour au travail que j'aimais, mais pour la signification symbolique. J'avais survécu, j'avais résisté, et maintenant j'étais reconnu non pas pour le scandale qui avait marqué ma vie, mais pour ma valeur en tant que professionnel, en tant qu'être humain. Cette même année, Claude a été admis en médecine dans une université publique à Paris. Il a fait la fierté du village tout entier, commenta-t-on. Même ceux qui nous regardaient encore de travers n'ont pas pu s'empêcher de remarquer cet accomplissement. Le fils d'Edith, celle du scandale avec le curé, admis en médecine. Qui l'eût cru? La séparation fut douloureuse. Mon fils aîné, mon compagnon de lutte, partant pour construire son propre chemin. J'ai pleuré comme une enfant à la gare pendant qu'il montait dans le train, une petite valise contenant tout ce qu'il possédait. « Je serai très fier de toi, mon fils, » ai-je dit, tenant son visage entre mes mains. « Promets-moi seulement que tu n'oublieras pas d'où tu viens. »« Jamais, maman, » répondit-il, les yeux embués. « Tout ce que je suis, je te le dois. » Marie et Jean se sont accrochés à leur frère, lui faisant promettre d'écrire chaque semaine, de revenir pendant les vacances, de ne pas les oublier dans la grande ville. Quand le train est parti, emportant mon fils au loin, j'ai ressenti un mélange de tristesse et d'accomplissement. C'était le début d'un nouveau chapitre pour nous tous, une preuve que les années de sacrifice n'avaient pas été vaines. Et ainsi, lentement, année après année, nous avons construit une nouvelle vie. Une vie que je n'aurais jamais imaginée pour moi quand j'ai épousé Albert, quand je croyais que mon chemin était déjà tracé comme épouse et mère de famille traditionnelle. Une vie plus dure à bien des égards, mais aussi plus authentique, plus véritablement mienne. Le village aussi a changé. Le temps a ce pouvoir de diluer même les scandales les plus choquants. De nouveaux commérages sont apparus, de nouveaux drames ont occupé les langues acérées. Peu à peu, j'ai cessé d'être la femme du scandale avec le curé pour redevenir simplement Madame Edith, la professeure. Bien sûr, il y avait encore ceux qui ne m'ont jamais pardonné, bien que je n'ai jamais compris exactement ce que j'aurais fait de mal pour avoir besoin de pardon. Madame Arlette, l'épouse du maire, jusqu'à la fin de ses jours, fronçait le nez quand elle me voyait passer. Certaines familles plus traditionnelles évitaient encore tout contact proche avec nous, mais la majorité a tourné la page, tout comme nous. Et avec le temps, notre histoire a cessé d'être définie par cette nuit à la sacristie. Elle est devenue définie par ce que nous avons construit après, par l'éducation de mes enfants, par le respect que nous avons gagné, par la vie digne que nous avons bâtie des cendres de l'humiliation. Et c'est ainsi que, contre toute attente, contre tous les jugements, contre toute la cruauté d'une société qui punit les victimes et absout souvent les coupables, nous avons survécu. Plus que cela, nous avons triomphé. Le temps est curieux, mes chers. Il passe lentement quand nous sommes au milieu de la tempête, chaque minute semblant une éternité de souffrance. Mais quand nous regardons en arrière, des décennies plus tard, tout semble s'être passé en un clin d'œil, comme un film que nous regardons, connaissant la fin, mais nous émouvant encore à chaque scène. Les années qui ont suivi le départ de Claude pour la faculté ont été de travail constant, mais aussi de réalisation que je n'aurais jamais imaginé possible cette terrible nuit à la sacristie. Marie a suivi les pas de son frère en 1976. Ma fille, qui avait tant souffert de l'isolement imposé par le village, a été admise en droit. « Je veux défendre les personnes qui n'ont pas de voix, maman », m'a-t-elle dit, comme nous n'en avons pas eu pendant si longtemps. Voir ma fille transformer la douleur en un but m'a rempli d'une fierté qui tenait à peine dans ma poitrine. Jean, mon cadet, a toujours été le plus studieux des trois. En 1978, à la surprise de personnes qui le connaissaient bien, il a été reçu premier en lettres. Il voulait être professeur.
Il disait s'inspirer de moi. Imaginez donc, trouver l'inspiration chez la mère qui a lavé des vêtements, fait des ménages et vendu des pâtisseries pour mettre de la nourriture sur la table. C'est peut-être ma plus grande victoire. Mes enfants n'ont jamais eu honte de notre lutte. Au contraire, ils en tiraient leur force. Avec les trois à l'université, la maison est devenue silencieuse. Moi, qui avais passé des années à rêver d'un peu de paix, je me suis soudain retrouvée seule avec mes pensées. J'ai continué à enseigner à l'école municipale, maintenant comme professeur titulaire. J'ai continué à faire mes pâtisseries, qui étaient désormais célèbres, non seulement dans le village, mais dans toute la région. Les gens venaient des communes voisines pour les acheter pour des fêtes et des occasions spéciales. Les week-ends, la maison se remplissait avec les visites de mes enfants. Ils revenaient dès qu'ils le pouvaient, apportant des livres, des histoires, de nouvelles connaissances. Mon salon simple se transformait en un centre de débat passionné sur la politique, la philosophie, la médecine, la littérature. C'était comme si le monde entier entrait par ma porte à travers leurs paroles. C'est lors d'une de ces visites, en 1980, que Claude nous a annoncé la nouvelle. Il avait été invité à faire son internat dans un hôpital renommé de Paris. C'est un immense honneur, maman. Très peu de jeunes diplômés obtiennent une place là-bas. Nous avons célébré avec un gâteau de maïs, son préféré depuis l'enfance, et le vin le moins cher que nous avons trouvé à l'épicerie. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, j'ai pleuré, non de tristesse, mais de pure gratitude. Qui aurait dit que le fils de la femme du scandale irait si loin? Marie a obtenu son diplôme l'année suivante et a immédiatement commencé à travailler dans un cabinet d'avocats qui s'occupait principalement de personnes à faible revenu. Le salaire est modeste, mais je m'en fiche. L'argent n'a jamais été notre priorité, n'est-ce pas, maman? Disait-elle avec ce sourire qui illuminait ses yeux. Jean a été le dernier à obtenir son diplôme en 1982. Contrairement à son frère et sa sœur, il a décidé de revenir dans notre village. Paris est excitant, maman, mais je sens que je peux faire plus de différence ici, expliqua-t-il. J'ai obtenu un poste de professeur dans la même école où tu enseignes. Voir mon fils cadet marcher dans les mêmes couloirs où j'avais été humiliée, maintenant respectée et admirée, a été une forme de guérison dont je ne savais pas avoir besoin. Cette même année, quelque chose est arrivé que je n'avais jamais attendu. J'ai reçu une lettre. Le papier était jauni, l'enveloppe simple, sans expéditeur, mais j'ai immédiatement reconnu l'écriture. Albert. D'une main tremblante, j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, une brève lettre. Édith. Thomas est décédé le mois dernier. Cancer. Ça a été rapide, Dieu merci. J'ai appris par des connaissances communes que nos enfants ont bien réussi dans la vie. Un médecin, une avocate, un professeur. Tu as accompli ce que je n'aurais jamais pu faire seule. Je n'attends pas ton pardon. Je ne le mérite pas. Je voulais juste que tu saches que je n'ai jamais cessé de penser à vous, à comment j'ai détruit nos vies par ma faiblesse. Si un jour l'un de nos enfants souhaite me connaître, je serai à Paris, à l'adresse ci-dessous. Je comprendrai parfaitement si tu préfères brûler cette lettre sans la leur montrer. Albert. Je suis restée à regarder ce morceau de papier pendant des heures, assise sur la véranda de ma maison. Une maison que j'avais achetée avec ma sueur, où j'avais élevé mes enfants seuls, où j'avais reconstruit ma vie pièce par pièce. Je n'ai pas ressenti de colère ni de pitié. J'ai ressenti seulement une étrange paix, comme si un chapitre qui était resté entrouvert pouvait enfin être fermé. J'ai montré la lettre à mes enfants la prochaine fois qu'ils ont tous été à la maison. Ils l'ont lue en silence, se passant le papier de main en main. « Que voulez-vous faire ?» ai-je demandé après que le dernier d'entre eux ait fini de lire. Claude, toujours le plus pragmatique, a parlé en premier. « Je ne vois pas de raison de le rencontrer maintenant. Où était-il quand nous avions besoin de lui ?» Marie a hésité. « J'ai de la curiosité, je l'avoue, mais je ne veux pas rouvrir d'anciennes blessures, surtout pour vous, maman. » Jean, mon sensible Jean, a surpris tout le monde. Je pense que nous devrions y aller, pas pour lui, mais pour nous, pour clore ce chapitre définitivement. Après beaucoup de discussions, nous sommes arrivés à un accord. Ils iraient, tous les trois ensemble, sans moi. J'avais fait ma part, j'avais protégé mes enfants, je les avais élevés, éduqués.
Maintenant, en tant qu'adultes, ils avaient le droit de prendre leurs propres décisions concernant le père qui les avait abandonnés. Ils y sont allés un dimanche après-midi. Ils sont revenus le lendemain avec des expressions sombres et peu de mots. J'ai respecté leur silence. Ce n'est que plus tard, des années après, que Marie m'a raconté les détails de cette rencontre. Comment ils ont trouvé un homme vieilli prématurément, vivant dans un petit appartement délabré. Comment il a pleuré en les voyant. Comment il a demandé pardon en sachant qu'il était trop tard. Il a demandé de vos nouvelles, m'a dit Marie. Il voulait savoir si vous alliez bien, si vous vous étiez remarié. Me remarier n'avait jamais traversé mon esprit, non par amertume ou parce que j'aimais encore Albert. Ce sentiment était mort cette nuit-là dans la sacristie, simplement parce que j'avais appris à me suffire à moi-même. J'avais découvert une force et une indépendance que je ne savais pas exister en moi. De plus, après tout ce que j'avais vécu, les hommes du village me regardaient avec méfiance. La femme qui n'a pas su retenir son mari, ou avec cet intérêt malveillant, comme si je devais être désespérée de compagnie masculine. Il y a eu quelques prétendants au fil des années. Le veuf de la pharmacie qui m'envoyait occasionnellement des fleurs, le cousin de Florence, qui était venu passer un séjour au village et trouvait toujours des excuses pour passer chez moi. Même le nouveau médecin du village, un monsieur distingué de Lyon, m'a invité à dîner plusieurs fois, mais j'ai toujours poliment refusé. Ma vie était complète avec mon travail, mes pâtisseries et, surtout, mes enfants. Je n'avais pas besoin d'un homme pour me définir, pour me sentir accomplie ou protégée. C'est peut-être la plus grande leçon que j'ai apprise dans tout ce parcours. Les années 80 se sont écoulées dans une relative tranquillité. Mes enfants construisaient leur carrière. Je continuais avec mes cours et mes pâtisseries. En 1985, à 49 ans, j'ai reçu un hommage que je n'avais jamais espéré. J'ai été élu professeur de l'année par l'Académie départementale. Le même système qui m'avait expulsé quand j'en avais le plus besoin me célébrait maintenant comme un exemple. Lors de la cérémonie de remise de prix, j'ai regardé l'audience et j'ai vu des visages familiers. Madame Joséphine, déjà très âgée mais encore lucide, souriait du fond de la salle. Florence, ma fidèle amie de tant de batailles, applaudissait avec enthousiasme. Et là se tenaient mes 3 enfants, les yeux brillants de fierté. Ce soir-là, en rentrant chez moi avec le petit trophée dans les mains, j'ai pensé à comment la vie fait des détours, comment de la cendre de la plus grande souffrance peut naître la force la plus improbable. En 1988, Claude s'est marié avec une collègue médecin, une adorable jeune femme nommée Hélène. L'année suivante, Marie s'est également mariée avec un professeur d'université qu'elle avait rencontré lors d'un congrès de droit. Jean a mis plus de temps, il a toujours été le plus sélectif des 3, mais en 1992, il nous a présenté Paul, un architecte qui était venu travailler à la rénovation de l'église paroissiale. Oui, ironiquement, mon fils a trouvé l'amour durant la rénovation du même endroit où notre famille avait été brisée des décennies auparavant. Les petits-enfants ont commencé à arriver. D'abord les jumeaux de Claude et Hélène en 1990, puis la fille de Marie en 1993. Et enfin, à ma surprise, Jean et Paul ont adopté une petite fille en 1997, une adorable enfant qui avait été abandonnée à l'hôpital où Claude travaillait. Voir ma famille grandir, voir mes enfants élever leurs propres enfants avec tant d'amour et de dévouement, a été la plus grande récompense que je pouvais demander. Chaque fois qu'un des petits m'appelait mamie, je sentais que toute la souffrance en avait valu la peine. En 2000, à 64 ans, j'ai pris officiellement ma retraite comme professeur, mais je n'ai pas arrêté de travailler. J'ai transformé ma petite production de pâtisserie maison en une entreprise plus structurée. Les Douceurs d'Édith est devenue une marque connue dans la région. Jean m'a aidé à l'enregistrer officiellement, à créer de jolis emballages, à étendre la distribution à d'autres villes. C'est à cette époque que j'ai reçu la nouvelle. Albert était décédé. Une attaque cérébrale, selon la lettre envoyée par un avocat. Il n'a pas laissé de biens, juste une demande pour que ses enfants soient informés de son départ. J'ai ressenti une étrange mélancolie, non pas pour l'homme qu'il était devenu, mais pour l'homme que j'avais cru qu'il était autrefois, pour le père de mes enfants, pour le compagnon que j'avais cru avoir. Une vie gaspillée dans les mensonges, terminée dans la solitude.
J'ai bien sûr informé mes enfants. Ils ont reçu la nouvelle avec une tristesse contenue, plus pour une possibilité perdue que pour un véritable deuil. Après tout, comment ressentir la perte de quelqu'un qui n'a jamais vraiment été présent? Je vais prier pour lui, maman, dit Marie, toujours la plus spirituelle des trois, pour qu'il trouve la paix qu'il n'a pas réussi à trouver dans sa vie. Le village aussi a changé au fil des décennies. Il a grandi, s'est modernisé. De nouvelles familles sont arrivées, d'autres sont parties. Les vieux préjugés, bien qu'ils n'aient jamais complètement disparu, ont été dilués par le temps et les nouvelles générations. Aujourd'hui, à 75 ans, je regarde en arrière et je vois un chemin que je n'aurais jamais imaginé parcourir. Un chemin de douleur, oui, mais aussi de découverte, d'humiliation, mais aussi de triomphe silencieux, de larmes cachées, mais aussi de joie profonde. Mes cheveux sont blancs maintenant. Mes mains, autrefois marquées par le travail ardu de laver du linge, sont maintenant marquées par le temps et par des décennies à faire des pâtisseries. Mon corps n'a plus l'énergie d'avant, mais mon esprit, mon esprit est plus fort que jamais. Quand mes petits-enfants me posent des questions sur le passé, sur comment était la vie à cette époque, je leur raconte des versions adaptées de notre histoire. Ils sont trop jeunes pour comprendre toute la complexité, toute la douleur. Un jour, quand ils seront plus âgés, ils sauront la vérité complète, non pas pour cultiver des rancunes ou des ressentiments, mais pour comprendre d'où ils viennent, la force qui coule dans leurs veines. Parce que c'est ce que j'ai découvert, mes chers, au long de ce voyage improbable qu'a été ma vie. Notre force vient précisément des moments où nous pensons que nous ne pourrons pas continuer. Quand je regarde en arrière, vers cette nuit à la sacristie qui semblait être la fin du monde, je vois maintenant que ce n'était que le début de ma vraie vie. Une vie où j'ai découvert ma force, mon courage et ma capacité à aimer inconditionnellement mes enfants. Vous me demandez si j'ai des regrets. Bien sûr que oui. J'aurais aimé avoir plus de temps pour simplement être mère, au lieu d'avoir à être pourvoyeuse, protectrice et guerrière. J'aurais aimé que mes enfants ne connaissent pas si tôt la cruauté du monde. J'aurais aimé que l'amour que j'ai un jour ressenti pour Albert soit retourné avec honnêteté. Mais si vous me demandez si je changerais quelque chose, si je pouvais remonter le temps, je ne saurais pas répondre. Parce que chaque pierre sur le chemin, chaque porte fermée, chaque larme versée dans la salle de bain pour que mes enfants ne me voient pas faiblir, tout cela m'a transformée en la femme que je suis aujourd'hui. Et sincèrement, j'aime cette femme. Je la respecte, j'admire sa ténacité. C'est pourquoi, mes chers, ne vous définissez jamais par les trahisons que vous avez subies, mais par la force que vous avez trouvée pour les surmonter. Ne permettez jamais que les jugements des autres déterminent à votre valeur. N'abandonnez jamais quand le monde entier semble être contre vous, parce qu'à la fin, ce qui reste, ce ne sont pas les moments de désespoir, mais les petites victoires. Ce ne sont pas les humiliations, mais les actes de courage. Ce ne sont pas les pertes, mais ce que nous construisons à partir d'elles. Voici mon histoire. Une histoire de douleur, oui, mais avant tout une histoire de dépassement. Une histoire qui a commencé avec un foulard rouge trouvé par hasard un jour de presque hiver, et qui se termine ici, dans ce salon. Entourée par l'amour d'une famille que j'ai construite de mes propres mains contre toute probabilité. Et s'il y a une chose que j'ai apprise durant toutes ces années, c'est que le véritable amour, qu'il soit maternel, amical ou de compagnon, ne se vêt jamais de mensonges. Il se présente nu, vulnérable, imparfait peut-être, mais authentique. C'est dans cette authenticité que nous trouvons finalement notre paix. Merci de m'avoir écouté, d'avoir partagé un peu de mon voyage. Si mon histoire a touché votre cœur, je vous demande de laisser votre like, de vous abonner à la chaîne et de partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que même dans les nuits les plus sombres, il existe toujours la possibilité d'un nouveau jour. D'où regardez-vous? Laissez-le dans les commentaires. J'adorerais savoir que mon histoire atteint tant d'endroits différents. Et souvenez-vous, peu importe ce que la vie vous présente, vous êtes plus fort que vous ne l'imaginez. J'en suis la preuve vivante. Une étreinte affectueuse de cette grand-mère qui a appris de la manière la plus difficile que notre plus grande force naît précisément quand nous pensons que nous n'avons plus de force pour continuer.